sommes ravis de vous accueillir ce soir grâce à l'Ordre des avocats de Nantes qui organise les mercredis du droit, donc un accès gratuit à tous. Le thème de ce soir, le droit à la déconnexion. C'est un thème qui nous intéresse particulièrement, alors non pas pour les instruments juridiques qu'on peut nous rédiger et mettre en œuvre dans les entreprises, mais parce que c'est un sujet sociétal qui nous concerne tous, tout simplement. Alors c'est un sujet qui est passionnant aussi parce qu'on s'est aperçu que l'hyperconnexion avait des effets sur la santé. Concrètement, on s'est aperçu que l'hyperconnexion entraînait des troubles de l'attention, notamment, avait des répercussions sur nos relations aux autres. Je vais vous donner un exemple, les mails compulsifs qu'on peut adresser, on les marque tous avec une haute importance, alors qu'ils ne sont pas tous importants, qu'ils ne sont pas tous urgents. Donc c'est vraiment une forme de pédagogie qui va être mise en œuvre, notamment dans l'entreprise. Alors, à l'heure du numérique, il est vrai que tout est connecté, en plus. Maintenant, vous avez même les réfrigérateurs qui sont connectés. Donc, il nous est de plus en plus difficile à tous de se déconnecter, et en particulier pour le salarié. Parce que l'employeur met à disposition un certain nombre d'outils. Les outils, on va y revenir, mais les outils numériques que sont le PC, le smartphone, les tablettes. Alors, au départ, le salarié est ravi. Il s'aperçoit assez rapidement que ça peut être une forme de piège, puisqu'il va être tenté de les consulter notamment sa messagerie professionnelle, y compris sur ses temps de repos. On y reviendra, puisque le pendant du droit à la déconnexion, dans l'esprit du législateur, c'est de permettre aux salariés de bénéficier de ces temps de repos, effectivement. Ce qui n'est pas forcément le cas s'il reste connecté en permanence à son smartphone. Et puis, on s'est aperçu que les Français sont également très, très connectés aux réseaux sociaux. En 2017, 1h22 par jour de connexion aux réseaux sociaux. Donc, LinkedIn, oui, mais les autres aussi, des réseaux sociaux de toute forme. Or, lorsque moi, employeur, je mets à disposition des outils à mon salarié, ça veut dire que potentiellement, il va être branché sur les réseaux sociaux, y compris pendant son temps de travail, puisque la frontière entre vie privée et vie professionnelle, aujourd'hui, elle est devenue poreuse, du fait de ces outils numériques. Alors, on vous rassure, on n'est pas technophobe, en aucun cas. Je pense que Pierre peut le confirmer par ton domaine d'activité. Voilà. On aime bien la technique, effectivement, mais parfois on rêve de vacances où il n'existait que des vieux téléphones fixes, où personne ne sollicitait. C'est ça. Donc, il y a probablement effectivement des bienfaits dans ce droit à la déconnexion. Qu'il faut réussir à s'astreindre. On va voir justement comment. Je te laisse poursuivre. Le bon usage. Le droit à la déconnexion est intéressant aussi, puisqu'il est l'exemple même de l'évolution du droit du travail qui, au départ, était envisagé que de manière quantitative. Concrètement, combien d'heures je peux faire travailler mon salarié ? Tout le monde se souvient des lois Aubry en 2000 sur le passage aux 35 heures. On était vraiment sur une approche purement quantitative et cette approche a évolué pour devenir qualitative. Vous avez tous entendu ou lu des articles sur le bien-être au travail, sur les accords sur la qualité de vie au travail, sur les sociétés qui mettent en place le RSE, la responsabilité sociétale notamment. Et effectivement, on s'est aperçu qu'au-delà de l'aspect humain, la chose, le fait de se préoccuper du bien-être des salariés au travail avait des répercussions sur le taux d'absentéisme. Concrètement, qu'est-ce que le droit à la déconnexion ? Le droit à la déconnexion, c'est pour le salarié le droit de pouvoir se déconnecter des outils numériques mis à la disposition de son employeur pendant ses temps de repos. Donc les outils numériques sont les outils numériques, on va dire, physiques, donc on en a parlé, le PC, la tablette, le smartphone, mais également les outils numériques dématérialisés, à savoir la messagerie professionnelle ou encore l'intranet de l'entreprise. Ces outils numériques et le droit à la déconnexion plus précisément, il a été mis en place par les lois El Khomri d'août 2016. Mais, comme un certain nombre de dispositions El Khomri, il a fallu affiner. Et les ordonnances dites Macron de septembre 2017 sont venues affiner cette réforme et la rendre davantage obligatoire. À qui s'adresse le droit à la déconnexion ? Auparavant, essentiellement à la population de cadres.
Parce que les cadres sont pour un certain nombre soumis à ce qu'on appelle une convention de forfait annuel en jours. Je m'explique. Comme ces cadres, pour la plupart, on ne peut pas prédéterminer leur temps de travail, qu'ils sont très souvent en déplacement, par exemple. En France, il existe un système d'aménagement du temps de travail qui s'appelle la convention de forfait annuel en jours. Je dois non pas des heures à mon employeur, mais des jours travaillés sur l'année. Et nos juges européens sont venus dire « Mais vous, la France, votre système d'aménagement du temps de travail nous pose difficulté, puisque si on s'en tient à des jours, ça veut dire que la population de salariés cadres peut travailler jusqu'à 70 heures semaine, si on déduit que les temps de repos, par exemple. Donc, ce mouvement a commencé vers les années 2010-2011. La Cour de cassation, la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction en France, est venue sanctionner par la nullité un certain nombre d'accords conclus dans les branches. Par exemple, une des branches qui est la plus connue est celle de la Syntec, qui concerne tous les ingénieurs et les conseils en France, donc notamment les informaticiens, par exemple, les développeurs, les consultants, est venu dire que tous vos accords de branche en France sont nuls, puisque vous n'avez pas prévu de sécuriser le droit au repos des salariés. Dans vos accords de branche, vous prévoyez une organisation du temps de travail sous forme de convention de forfait jour, mais à quel moment vous avez prévu un suivi des jours travaillés et non travaillés, le respect du droit au repos du salarié, comment vous suivez en interne dans l'entreprise que ces temps de repos sont respectés. Ça a donné lieu à un certain nombre d'actions et à l'époque, déjà, je plaidais ce sujet, de dire, bien, puisque l'accord de branche prévoyant les conventions de forfait jour n'est plus valable, alors on retombe sur un système de temps de travail de 35 heures semaine. Donc tout ce que j'ai fait au-delà de 35 heures, ce sont des heures supplémentaires. L'annulation de la convention de forfait jour donnait lieu à des rappels d'heures supplémentaires, notamment. Et alors, les cadres ont été, on va dire maintenant, protégés par rapport à cette problématique, mais ensuite, puisque l'évolution de la jurisprudence est de dire « vous devez veiller au temps de repos de vos salariés », le temps de repos journalier et hebdomadaire, alors vous devez suivre, si vous leur mettez des outils numériques à disposition, vous devez faire en sorte qu'ils puissent se déconnecter. Donc aujourd'hui, puisque le droit à la déconnexion trouve sa source dans le droit au repos, il a vocation à être destiné à tous les salariés dans l'entreprise. Et la question de mes clients, c'est aussi, oui, mais comment est-ce qu'on le met en œuvre dans l'entreprise? Moi, je veux bien veiller au temps de repos de mes clients, de mes salariés, mais comment fait-on? Alors, la loi, aujourd'hui, impose, selon la taille de l'entreprise, par exemple, si j'ai 50 salariés minimum, de conclure des accords collectifs avec des organisations syndicales. Si je n'en ai pas ou si je ne parviens pas à conclure d'accords collectifs, à défaut, l'employeur va devoir rédiger un document écrit de manière unilatérale. C'est ce qu'on appelle la charte. Donc, c'est une charte à la déconnexion. Alors, vous pouvez également l'inscrire à l'intérieur d'une charte plus globale qui est la charte informatique. Mais cette charte portant sur la déconnexion, qu'est-ce qu'elle va prévoir? L'employeur rappelle qu'il est parfaitement intéressé en la matière pour respecter le droit à la déconnexion des salariés. Donc c'est une charte d'engagement en préambule, et ensuite, on définit des plages de déconnexion. Donc, par exemple, le salarié qui reçoit des mails après 20 heures le soir ou avant 8 heures du matin, je vous donne des exemples, ça dépend de l'entreprise, n'est donc pas tenu d'y répondre. S'il n'y répond pas, ça veut dire qu'il ne sera pas sanctionné. On ne peut pas mettre en œuvre une procédure de sanction disciplinaire si le salarié n'a pas répondu alors que ces mails arrivaient pendant les plages de déconnexion. C'est la manière dont l'employeur aujourd'hui est contraint de légiférer en interne pour que le droit au repos soit effectif. C'est la même chose à l'égard des autres collègues de travail. C'est-à-dire que on parle de bon usage. Dans les chartes en matière de déconnexion, ce qu'on va rédiger également, c'est la priorisation des mails. C'est de dire que, par principe, vous ne pouvez pas attendre une réponse urgente de tout mail. Donc maintenant, vous devez réfléchir, et c'est là que c'est intéressant, vous devez réfléchir en amont lorsque vous envoyez un mail, si celui-ci revêt véritablement un caractère d'urgence ou pas. Au sein de l'entreprise, entre personnes salariées de l'entreprise, effectivement,
Après, moi, ça m'évoque quelque chose, est-ce qu'on va imposer un droit à la déconnexion vis-à-vis de nos clients, quoi? C'est ça le sujet. Alors, tu veux dire des mails qu'on reçoit le week-end ou après 20 heures ou les jours fériés? Toute la difficulté, c'est qu'en pratique, et je pense que les employeurs, c'est leur vrai sujet, c'est de se dire aujourd'hui, un client vous envoie un email, un client qui ne reçoit pas de réponse ou d'accusé de réception aujourd'hui, c'est un problème pour lui. Ce qui est quand même dingue, effectivement. Juste de dire que tu as bien reçu le mail. Bien reçu, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense, toi aussi tu t'astreins, moi tous les soirs je m'astreins à repasser tous les emails de la journée et puis à mettre bien reçu. Je reviens vers vous dans les meilleurs délais. Mais on arrive quand même à quelque chose de maladif. C'est-à-dire, effectivement, là-dessus, l'époque, moi quand j'ai démarré, je pense que quand tu as démarré, on recevait beaucoup de choses par courrier, quoi. Ouais. Et le courrier, on ne nous demandait pas de répondre dans la minute là-dessus. C'est que le temps, c'est considérablement réduit, mais c'est à l'image de notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous cherchez la définition d'un mot ou l'orthographe d'un mot, vous tapez sur Google, on est dans une société d'immédiateté. Puisque tout le monde n'est pas exemplaire, que faire si mon employeur ne respecte pas mon droit à la déconnexion? J'ai pour habitude de le dire et de tenter de le favoriser auprès de tous mes clients, rien ne vaut le dialogue. Rien ne vaut le dialogue. Vous savez, les avocats, souvent, on a une mauvaise image d'eux. On pense qu'ils sont procéduriers pour être procéduriers. C'est pas vrai. En tout cas, moi, en tant que conseil d'entreprise, qu'est-ce que je leur réponds? Je dis, vous lui demandez, vous lui proposez un entretien, ou inversement, quand c'est le salarié, je dis, la première chose à faire, c'est d'abord de ne pas laisser les choses s'envenimer, puis demander un entretien avec votre responsable hiérarchique. Alors, parfois, le rapport n'est pas aussi simple. Et ça, je le concède. 2, parfois, ça ne sert à rien. 3, comme le droit à la déconnexion est encore en France pas forcément très bien accepté par un certain nombre de personnes, il est difficile d'aller voir son responsable. Donc, que faire? Alors, je vais voir mon responsable hiérarchique ou je ne vais pas le voir, peu importe, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je vais, à un moment donné, pouvoir agir devant le Conseil de prud'homme. Alors, j'anticipe un peu sur la fin, peu importe qu'on ne soit pas dans le bon ordre. Les actions devant le Conseil de prud'homme, elles existent depuis un certain nombre d'années. J'en ai mené quelques-unes. Tout d'abord, le salarié qui se voit sollicité sur les temps de repos. Alors, qu'il y ait d'ailleurs une charte sur la déconnexion ou pas. Si je reçois, en fait, c'est une question d'usage. Si je reçois des mails après 20h ou avant 8h du matin, vous allez devant une juridiction prud'homale, vous en produisez, moi j'en avais 150 dans un dossier, vous en produisez 150, c'est bon, vous les avez convaincus. Voilà. Alors, si ça reste exceptionnel, je dis la règle, elle est idéale, il faut aussi savoir s'adapter. Mais si c'est quelque chose de récurrent, forcément, ça va être pris en compte par le Conseil de prud'homme. Donc, j'ai reçu des mails après 20h le soir, j'y ai souvent répondu, j'y ai répondu même avant 8h du matin. À un moment, le dialogue se rompt avec l'employeur, je demande des rappels d'heures supplémentaires. Une autre action possible. Je suis déclarée inapte par le médecin du travail. Or, je peux démontrer que l'inaptitude prend sa source dans une situation, par exemple, d'épuisement professionnel. Il faut des pièces en face. Et les pièces, c'est notamment, par exemple, d'avoir été hyper sollicité sur mes temps de repos. On ne va pas vous dire devant le Conseil de prud'homme, mais oui, mais vous étiez d'accord puisque vous y aviez répondu. Non, ce n'est pas vrai. Devant le Conseil de prud'homme, on sait qu'il y a un lien de subordination de l'employeur avec le salarié et que concrètement, si j'y ai répondu, c'est que j'étais au contraire très professionnelle. Et comme la majorité des gens qui sont victimes de burn-out, en général, ont une très grande capacité de travail à la base, ils vont gérer jusqu'au moment où ils ne peuvent plus gérer. Dans ces cas-là, je suis déclarée inapte par le médecin du travail, pas forcément d'origine professionnelle. Je vais être déclarée inapte. Je peux tenter devant le Conseil de prud'homme de faire imputer l'origine de cette inaptitude à des manquements de l'employeur à son obligation de veiller à ma santé. Auquel cas, je ferai requalifier licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc abusif, on va dire, pour faire simple, et je demanderai dommages d'intérêt. Troisième hypothèse, c'est l'hypothèse récente. La Chambre sociale de la Cour de cassation en juillet 2018 a rendu une décision intéressante. De mémoire, elle n'est pas publiée, enfin, elle est publiée sur legifrance.gouv.fr, mais elle n'est pas publiée, ce qui veut dire qu'elle n'a pas le même impact que d'autres décisions qui ont une diffusion très large. Peu importe, elle est intéressante puisqu'elle a condamné l'employeur à verser aux salariés des indemnités d'astreinte.
Il s'agissait de directeurs de magasins devenus directeurs régionaux qui étaient tenus de rester joignables sur leur portable 24/24 pendant des plages de plusieurs jours. Et là, dans ce cadre-là, donc c'est pas des rappels d'heures supplémentaires, on n'est pas sur des dommages-intérêts, je dirais, stricto sensu, on est sur une indemnité d'astreinte. Troisième voie possible. Le métier d'avocat, c'est aussi d'être inventif. Donc voilà, ça nous donne des hypothèses d'action si véritablement le dialogue dans l'entreprise n'a pas fonctionné. En tant qu'employeur, j'ai un salarié qui ne respecte pas le droit à la déconnexion des autres. Ça arrive. Et qui va systématiquement envoyer des mails après 22h le soir, avant 8h du matin. On a souvent constaté que ces mails, enfin souvent 90% des cas, ils n'étaient pas urgents. D'accord. Il faut bien savoir aussi que c'est une manière d'exister. La réaction de l'employeur, c'est de répondre en disant « Écoute, je te remercie pour ton mail, mais tu es sur ton temps de repos, donc on en reparle la semaine prochaine. » Et de faire plusieurs rappels comme ça, par mail, aux salariés. Et si ça ne suffit pas, de lui faire un rappel à l'ordre par courrier. Et si ça ne suffit pas, parce que potentiellement le salarié va nuire à la santé des autres collègues de travail, on va engager une procédure disciplinaire. C'est pas de gaieté de cœur, sauf que l'employeur, c'est le garant de la santé physique et mentale de ses salariés. Et qu'on va lui demander devant un conseil de prud'homme ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de justifier de toutes les mesures effectivement mises en place en amont, c'est-à-dire au stade de la prévention, pour veiller à ce que les salariés soient protégés dans leur santé et notamment dans leur droit au repos. Alors pour ça, il peut mettre, parce qu'effectivement, il y a la réaction ponctuelle qui consiste à réagir à un email et dire, écoutez, merci de ne pas répondre le week-end, on se revoit lundi. Et puis il y a aussi des outils techniques qui existent aujourd'hui, alors qui sont plus ou moins adoptés. Mais l'un des premiers outils techniques, ça consiste à couper les serveurs de messagerie le soir et qui ne reprennent que le lendemain matin. Ça le mérite, c'est très simple, c'est que plus personne ne reçoit d'email passé une certaine heure là-dessus. Bon, au moins ça évite toutes les tentations. Effectivement, on aura toujours du salarié un peu compulsif qui va checker ses mails, mais rien n'arrivera. Et puis à 23h, il finira par renoncer et aller se coucher. Donc ça, c'est une option qui est possible. Il y a des options qui font que automatiquement, effectivement, de toute façon, tout mail reçu et je dirais est renvoyé au jour ouvré. C'est-à-dire qu'il ne peut être reçu que le jour ouvré. Un mécanisme qui se fait aussi, c'est en interne, vous envoyez des mails tard, potentiellement à des collègues. Automatiquement, effectivement, il ne sera reçu que le lendemain en jour ouvré. Ça le mérite, en termes probatoires, d'éviter d'avoir des mails qui traînent dans les boîtes email où, effectivement, on sollicite quelqu'un à 23h, 22h et très tard le soir. Donc ça, c'est peut-être intéressant. En fait, le droit à déconnexion, on en parle beaucoup pour les salariés nomades qui ont tous ces outils numériques à disposition. Selon moi, la cible qui va être à protéger principalement, aujourd'hui, en tout cas, à ne pas oublier, c'est les télétravailleurs. De toute façon, on fait le constat. Moi, il m'arrive de télétravailler chez moi. J'ai beaucoup de mal à faire des pauses. Voilà. J'arrive, il est 13h45, je me dis, au fait, mais il faut que je mange. Voilà. Donc, les télétravailleurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un public qui aura le plus de mal à se déconnecter. J'ai été amenée à rédiger une charte en matière de télétravail récemment, qu'on a fournie d'ailleurs à la Directe et ça va être très intéressant parce qu'elle va la diffuser. À l'intérieur, on a intégré le droit à déconnexion de ces télétravailleurs. Donc c'est fondamental. Après, on n'est pas forcément là pour vérifier parce qu'on ne va pas déconnecter. Par contre, ils s'engagent et on leur fait ensuite signer des annexes. Voilà, on a formaté des documents pour les télétravailleurs. Mais pour moi, c'est une cible extrêmement importante. Et je le constate dans mon activité côté employeur. On a énormément de demandes dans ce sens. Énormément. Le rôle de l'employeur, encore une fois, c'est d'être préventif, c'est d'agir en amont. Et c'est d'établir des règles en matière de déconnexion. Bonne soirée, merci à tous d'être venus. Merci.